Alors, si vous pouvez également indiquer dans le chat votre nom et le pays dont vous venez. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je répète, dans le chat, si vous voulez bien indiquer votre nom et le pays dont vous venez. Merci beaucoup. Docteur Yadaz d'Inde. Bonjour. Docteur Pronosa d'Ukraine. Bonjour. Merci. Docteur Rudy de Malaisie. Vous êtes tous ici les bienvenus. Merci de nous avoir rejoints ce matin. C'est notre déjà deuxième session de notre série de webinaires. Je suis Dr Fumi Neshi et je suis basée au siège de l'OMS à Genève, où je suis responsable du programme sur les hépatites. Notre discussion d'aujourd'hui est sur l'élimination de la transmission mère-enfant de l'hépatite B dans le contexte de la triple élimination, telle que d'ailleurs demandée par vous tous au mois de décembre. Avec mes collègues du siège de l'OMS, des bureaux régionaux et d'autres pays de l'OMS. L'objectif de cette session, donc, est de faciliter ce partage de connaissances et la mise en œuvre ici des programmes qui sont mis en œuvre dans différents pays dans les 6 régions de l'OMS. Nous reconnaissons que l'élimination ici de l'hépatite virale est essentielle. Vous êtes au centre de notre dialogue et nous espérons ici pouvoir continuer le dialogue afin de promouvoir l'élimination. Aujourd'hui, j'aimerais également revenir sur quelques informations importantes pour la réunion d'aujourd'hui. Alors pour commencer, vous avez la possibilité de suivre cette réunion en anglais et en français. Vous pouvez cliquer sur l'interprétation, l'icône est en bas à droite de votre écran. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès au sous-titrage en anglais uniquement. Vous avez l'icône et vous pouvez utiliser le chat pour toutes les questions. De même, si vous voulez bien ici, vous renommez sur Zoom pour vous identifier donc avec votre prénom, votre nom et votre pays. Et cette session est enregistrée. Ces enregistrements et les présentations seront partagés avec vous après la fin de ce webinaire. Il y a aussi un certificat de participation qui sera disponible à la fin de la session. Il y aura un lien posté dans le chat. Par rapport un peu au contexte, nous savons que l'hépatite B est une réelle menace pour la santé. C'est une charge. Donc, comme je le disais, c'est une menace pour la santé et nous avons plus de 600 millions de personnes avec l'hépatite B. Nous savons que c'est une réelle charge pour le système de santé bien supérieure au VIH. Et l'HBV, donc l'hépatite B, reste ici une charge très importante, notamment pour les conséquences de ce virus, notamment les pathologies hépatiques, les cirrhoses. Il faut donc travailler en faveur de l'élimination. Sur cet écran, vous voyez ici 4 documents. Ce sont des orientations, notamment le premier ici sur la gauche, vous avez les recommandations en matière de prévention et de traitement, qui a été publié ici en 2020. Mais il y a aussi la recommandation intérimaire pour la validation nationale de stratégie d'élimination de l'hépatite virale.
Mais c'est une stratégie qui a été publiée également pour l'élimination de la transmission mère-enfant, du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B. Donc, c'est la triple élimination. Cela permet de promouvoir ces interventions, y compris les tests maternels et les thérapies antirétrovirales pour les femmes enceintes. Il s'agit donc réellement d'une opportunité de pouvoir harmoniser, ici centraliser les ressources en s'appuyant déjà sur les plateformes préexistantes en matière de VIH pour promouvoir ici l'élimination de l'hépatite B en parallèle de la syphilis et du VIH. Nous sommes ravis ici d'avoir obtenu de nouveaux financements dans le cadre de cette opportunité. Donc voici donc l'ordre du jour pour guider cette session. Alors nous allons revenir sur les considérations clés, bien évidemment. Nous allons essayer de respecter également tous les délais. Nous allons donc vous demander ici au maximum pour les présentations nationales des différents pays, de vous limiter à 10 minutes. Et puis nous reviendrons aussi sur différents échanges. Et nous reviendrons aussi avec nos partenaires sur la boîte à outils, donc les ressources. Donc merci également à tous les représentants ici des ministères de la Santé au Cambodge, en Namibie et en Chine, car nous espérons ici que ceci pourra nous permettre de partager les expériences. Je remercie également le projet ECHO. Et sans plus attendre, j'aimerais demander au docteur Philippa Easterbrook, qui est expert en maladies infectieuses au siège de l'OMS, qui est responsable ici du développement des recommandations en matière d'élimination de l'hépatite. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vais brièvement vous orienter par rapport à ces recommandations. Alors ici, vous avez toutes les recommandations en matière de prophylaxie pendant la grossesse. Cela vous donne en effet un cadre pour cette approche incrémentale qui a été adoptée en matière de prévention de l'hépatite B. En bas de la pyramide, ici, à la base donc de la pyramide, vous retrouvez les 3 doses ici de la vaccination pour les enfants, y compris la dose de naissance, qui est l'intervention essentielle pour éviter cette transmission mère-enfant. En plus de cela, il faut promouvoir le test universel de l'hépatite B pour toutes les femmes enceintes. Ici, ce sont des tests qui sont utilisés dans les pays à revenus élevés, mais beaucoup moins dans les pays à revenus plus faibles ou intermédiaires. Ici, vous avez un résumé des recommandations en matière de traitement et de tests pour l'hépatite B, donc en 2017. Vous avez les recommandations pour les vaccinations des enfants avec les 3 doses et la dose à la naissance. En 2015, l'OMS a également publié des recommandations en matière de traitement. Et vous voyez clairement cette recommandation de traiter ici toutes les patients ici avec ces niveaux et aucune
Ici, recommandation n'avait été faite s'agissant de l'utilisation du traitement antiviral afin d'éviter la transmission mère-enfant. Mais ici, ce seuil, justement, indiquerait le seuil de traitement nécessaire pour également les femmes enceintes. Ensuite, toutes les femmes enceintes devraient également être testées le plus tôt possible lors de la grossesse. À l'avenir, nous avons vu qu'il y a eu vraiment une justification qui est ressortie des différents essais cliniques s'agissant de l'utilisation des antiviraux pendant la grossesse. Il y a aussi eu des demandes de différents pays, différentes régions dans le contexte de la triple élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B en matière de transmission mère-enfant. De même, sur la base de ces modèles, et la dose à la naissance seule ne suffit pas pour atteindre cette élimination. En 2020, nous avons donc publié des recommandations sur l'utilisation de cette thérapie antirétrovirale. Donc, il y avait 2 recommandations. La première, les femmes enceintes, ici qui testent positif, avec un seuil supérieur à 200 000 unités par ml, devraient recevoir en prophylaxie le tenofovir à partir de la 28e semaine de grossesse et jusqu'à la naissance, afin ici d'éviter la transmission mère-enfant. Et la deuxième recommandation reconnaît qu'évidemment, à cause de l'accès limité aux tests d'antigènes, il peut y avoir des alternatives ici pour déterminer l'éligibilité pour le tenofovir en prophylaxie. Donc, cela permet tout de même d'effectuer ce dépistage et de pouvoir agir donc le plus tôt possible. Vous voyez l'algorithme sur la droite qui place ici, au centre de cet algorithme, les critères de qualification pour ce traitement antiviral en prophylaxie. Et sur la droite, les femmes ici qui se qualifient pour leur propre santé. De même, l'adoption de ces recommandations de prophylaxie dépend évidemment des régions géographiques et dépendra tout d'abord des tests, de la disponibilité donc des tests, mais aussi de la couverture en matière de vaccination. Et nous savons par exemple que dans certaines régions endémiques, comme l'Afrique subsaharienne, où il y a une couverture sous-optimale de la vaccination contre l'hépatite B chez les enfants, chez les nouveau-nés, il faudrait ici évidemment que ce soit une priorité. Ici, c'est une recommandation de toutes les recommandations dans le cadre du continuum de soins sur la base des recommandations de 2015, mais aussi de 2020. Alors en rouge, j'ai souligné les modifications qui devraient être validées en 2023 avec la mise à jour de ces recommandations. Vous voyez ici les seuils qui ont évolué et de même, potentiellement, considérer une recommandation qui concernerait et pour toutes les femmes enceintes, indépendamment de leur niveau ici de DNA. Alors, l'avantage de cette approche, cette reconnaissance est tout d'abord en Afrique subsaharienne d'accès aux tests et de tests d'antigéniques et par conséquent
L'avantage, c'est que l'on pourrait également surmonter de nombreux défis qui se posent s'agissant de la mise en œuvre de ce type de stratégie. Nous savons que le dépistage peut être cher et cette stratégie de prophylaxie universelle pour toutes les mères qui testent positif est peut-être plus efficace qu'une stratégie basée sur la charge virale. Surtout lorsque les coûts, par exemple, du traitement antiviral est moins cher que certains tests. Et par conséquent, pour la majorité des mères, le coût également est un impact à prendre en compte, mais également pour les femmes ici qui ont l'intention d'avoir un deuxième enfant pourraient continuer ici le traitement antiviral. Et d'autres données, évidemment, doivent être notamment collectées s'agissant de l'acceptabilité, de la faisabilité, de l'adhésion au traitement et de la durée du traitement. Et enfin, je termine ma présentation. Tout changement dans l'adoption ici de la prophylaxie universelle doit être pris en compte dans le contexte ici de la triple élimination et de cette initiative. C'est une vision d'avoir un cadre intégré pour le VIH et l'hépatite B et les maladies sexuellement transmissibles. Il s'agit d'éviter la transmission verticale de l'hépatite B, de la syphilis et du VIH, en se focalisant sur une approche harmonisée pour améliorer les résultats de santé. Dans ce cadre, encore une fois, doit être mise en place, intégrée dans le cadre toujours de soins maternels et avec des liens avec les services de santé maternelle et reproductifs. Your mic is mute. Nous ne vous entendons pas pour l'instant. I think we should all consider. You said, should we? Load, very intriguing. I would invite all participants to put your 8 people on the platform already, and we hope you'll all. Alors à ce moment, nous allons vous inviter donc à répondre à ces questions s'agissant ici de recommandations en matière de la triple élimination. Donc ici, on vous demande justement si dans votre pays, il y a une stratégie pour la triple élimination.
Et on vous demande ici comment cela fonctionne. Ou alors, est-ce que non, il n'y a pas ici de politique d'élimination? Alors, ça peut être intéressant ici, justement, de savoir où vous en êtes. Alors, parfait, nous voyons que vous êtes en train de répondre, c'est parfait. Alors ici, nous avons bien près de 40 réponses. Je vous remercie. Vous pouvez continuer à répondre, bien évidemment. On va juste encore patienter quelques secondes. Je vois que vous êtes encore en train de répondre. Et ensuite, nous passerons à la deuxième question. S'agissant ici de la mise en œuvre maintenant de ces politiques. Donc, nous allons vous poser cette deuxième question. Est-ce que ici les femmes enceintes, ici qui se présentent pour des soins anténataux, est-ce que ici il y a des tests de dépistage de routine qui sont utilisés? Et si oui, où? Alors, on voit les réponses. Alors, en général, ce sont des tests qui sont disponibles principalement dans les établissements de santé primaire, je vois. De même, n'hésitez pas ici à échanger avec nous en matière de politique. Alors, on voit ici près d'une cinquantaine de réponses. Merci beaucoup à nouveau. Et nous avons une troisième question. Alors, la question est la suivante. Si dans votre pays, les femmes enceintes ont accès à ce test de routine, et si c'est le cas, dans quel contexte? Alors ici, il s'agit évidemment de nous aider par rapport à ces nouvelles recommandations afin de comprendre bien comme œuvre. Je vous remercie. Alors allez-y, vous avez encore quelques instants pour répondre. Alors c'est très intéressant lorsqu'on regarde les réponses. Pour cette question 3, on voit ici que c'est vrai que certains pays n'ont pas ces tests ici dans les établissements de santé primaire, mais certains ont accès à ces tests dans les centres spécialisés. Donc c'est vrai que c'est un thème que nous allons aborder justement aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et sans plus attendre, nous allons peut-être montrer les résultats. Oui, bien sûr. Alors, je vous remercie. Et je voudrais maintenant, sans plus attendre, accueillir chaleureusement ici la représentante du ministre de la Santé en Cambodge, qui est conseiller technique en matière de santé infantile et maternelle. Docteur Keller, vous avez la parole. Je vous remercie. Je serai brève. S'agissant ici de la couverture en matière de santé maternelle,
Nous avons maintenant désormais un taux de couverture très élevé, quasiment universel, de 99%. Et nous voyons que 86% ici des femmes donc, ont au minimum 4 consultations. Il y a de nombreux centres de soins primaires qui malheureusement n'ont pas de laboratoire. Nous avons aussi la quasi-universalité des accouchements qui sont faits au sein d'établissements de santé. Alors, s'agissant ici du VIH et de la syphilis, je commence par ces deux-là et de l'élimination ici de cette transmission mère-enfant. Je vais commencer par là parce qu'en fait, ce sont des programmes qui ont été lancés il y a plus longtemps. Donc, 90 à 95% des femmes enceintes ici font l'objet d'un dépistage. Nous avions ici un taux de prévalence des femmes enceintes qui était autour de 3% au début de l'épidémie. Aujourd'hui, cependant, nous sommes à 0,5%. Alors, concernant la syphilis, eh bien, nous voyons ici la prévalence qui, elle, a également baissé. Cependant, nous avons vu récemment, au contraire, la prévalence a réaugmenté dans les groupes à haut risque et notamment chez les femmes enceintes. Par conséquent, nous avons donc changé récemment ici pour le traitement de la syphilis auprès des centres et des maternités et non plus auprès des centres spécialisés. De même, par rapport à l'évolution, vous voyez les chiffres 2007, il s'agissait seulement d'un projet pilote à Phnom Penh uniquement, mais en 2010, nous avons ici eu une extension géographique en utilisant des tests cependant qui nécessitaient un laboratoire. Donc, il fallait que ce soit fait ici à l'hôpital où il fallait que l'établissement de santé puisse envoyer l'échantillon vers un laboratoire. En 2015, nous avons commencé les tests au point de soins. Vous voyez auprès de l'établissement de santé, donc vous voyez ici que ça a complètement changé la donne. Vous voyez ces taux très élevés. Et entre 2016 et 2019, nous avons également développé des tests sanguins avec notamment les tests hémoglobine. Cela nous a permis d'éliminer ici les femmes qui ne voulaient pas ici être testées. Donc, ça a été vraiment l'évolution et maintenant, nous sommes à des niveaux extrêmement satisfaisants. En termes ici de points forts par rapport à ce qui est effectué, alors nous voyons ici que ces tests au niveau du point du centre d'établissement de santé, on voit un taux de couverture qui est extrêmement élevé dans le public. De même, les sages-femmes ici ont accepté cela assez facilement. Et ensuite, pour les traitements, il y a tout un parcours qui a été conçu et qui fonctionne très bien. Et tous les problèmes ont été, encore une fois, résolus avec cette intégration au sein de la maternité. Donc, pour l'instant, le Fonds mondial a ici financé le coût de ces tests. Alors, quels sont nos défis? Tout d'abord, évidemment, s'assurer que nous avons assez de kits. Alors ça, c'est vraiment une difficulté, même lorsqu'il n'y a pas ici de difficultés au niveau national, il y a parfois des problèmes logistiques pour pouvoir envoyer ces kits vers les centres périphériques. Alors, nous arrivons à maintenir ici un taux de couverture important parce qu'il y a plusieurs consultations. Donc, comme je le disais, en moyenne 4. Donc, même si un kit n'est pas disponible lors d'une consultation, ensuite, les kits seront disponibles pour les autres consultations. Alors, ma préoccupation ici concerne le financement, et ça reste une difficulté
Nous avons aussi un manque de participation du secteur privé. Et ici, l'augmentation des taux de syphilis a été réellement une difficulté pour nous. Pour l'hépatite B maintenant, l'hépatite B est endémique au Cambodge, notamment due à la transmission verticale. Alors la prévalence est de près de 4,73%. La séroprévalence chez les mères d'enfants, de jeunes enfants, était de 4,39%. Et chez les enfants, la prévalence en 2006 était de 3,5%. Mais nous restons ici donc à cet objectif ici, et les taux de transmission restent élevés. Alors voici notre calendrier avec les différentes activités qui ont été menées entre 2005 et 2023. Alors en 2005, les doses de vaccination, en tout cas la dose de naissance, a été ajoutée au programme de vaccination en 2007. Eh bien, nous avons inclus l'hépatite B au programme de stratégie d'élimination de la transmission mère-enfant. En 2017 et 2019, c'est là où nous avons décidé de fusionner avec des programmes de prophylaxie pour les thérapies antivirales. Sur cette expérience, en 2021, les recommandations en matière de transmission mère-enfant ont été mises à jour. Et cette nouvelle stratégie, entre de 2021 et 2025, eh bien, comprend l'utilisation de la thérapie antivirale pour réduire la transmission mère-enfant. En 2022, nous avons commencé un projet pilote de traitement et de test à Phnom Penh. Et comme je l'ai dit, eh bien, que nous allons continuer. Et en 2023, nous allons essayer d'évaluer l'expérience de ce projet pilote de l'année dernière, et nous espérons à l'avenir pouvoir ici eh bien, développer ce programme en fonction des différents districts et en fonction de la disponibilité des produits. Alors les réussites ici, si je regarde le taux de couverture de la dose à la naissance du vaccin de l'hépatite B, donc ce ne sont que des données que nous avons pour 2021. Donc c'est pour les naissances dans le service public et dans le service privé. Et donc nous sommes à 94%. C'est grâce au fait que la plupart des accouchements ont lieu dans un contexte hospitalier. Alors, par rapport au dépistage à Phnom Penh, eh bien, cela n'a commencé qu'au mois de juin 2022. Donc, en juin-juillet, c'était un peu la phase de formation. Et depuis, comme vous pouvez le voir, nous avons donc à peu près 90% des femmes, plus de 90% des femmes qui sont testées, qui sont dépistées. Alors ici, nous avons aussi vu par rapport à ces interventions, eh bien que pour le dépistage, cela reste accessible dans une seule province pour l'instant, et nous n'avons mis cela en place que l'année dernière. Alors il y a eu des retards qui sont liés aux restrictions avec la Covid, et un autre défi que nous avons rencontré, c'est que nous pensions que le traitement serait disponible au niveau national dans les hôpitaux à Phnom Penh, mais nous avons réalisé que ce n'était pas le cas, car le gouvernement ici n'avait pas nécessairement accès à tous les traitements. Donc nous avons dû ici développer ces capacités de traitement et de diagnostic dans une maternité. Et donc toutes les femmes enceintes ici sont envoyées vers cet hôpital, vers cette maternité. Et nous sommes à l'heure actuelle
ici en train d'acheter certains tests rapides. Et nous utilisons ici donc différents protocoles associés. Alors, ce n'est pas la solution idéale. Ce n'est pas facile à organiser. Et de même, malheureusement, il faut que ces tests, que ces coûts soient ici à la charge de l'utilisateurs. Vous voyez que 2,83 des clients ici, donc des femmes enceintes, sont positives. Donc ici, il ne s'agit que de ces chiffres à Phnom Penh. Alors pour les femmes qui testent positif, eh bien un tiers ici, eh bien, ont donc un ALT au-dessus de 40. Et donc cela semble assez cohérent et donc se qualifie pour la thérapie antivirale. Ensuite, il y a des tests suivis, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment quantifier puisque le test est fait autour du 2e mois de grossesse. Mais nous avons jusque la semaine 28 pour commencer le traitement. De même, il est trop tôt pour évaluer le pourcentage de femmes ici qui sont éligibles. Nous avons prévu une évaluation externe de tous ces efforts en fin d'année. Alors, par rapport au point fort ici, eh bien, nous avons bien évidemment un taux très élevé de naissance dans un établissement de santé. Également, cela permet d'administrer la dose à la naissance. Et de même, eh bien, il y a des tests qui sont disponibles au sein des maternités. Par rapport aux défis maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons commencé ici avant d'avoir réellement des capacités de traitement. Par conséquent, alors les coûts des diagnostics et du ténographie, par conséquent, pour l'instant, c'est le Fonds mondial qui a financé ces projets, mais nous ne savons pas si ce financement continuera. Et il va falloir évidemment que nous puissions améliorer. Il y a également ici eh bien, des possibilités de différents éléments de test. Alors, nous savons que le test viral est extrêmement coûteux. Si vous comparez cela ici aux antigènes, eh bien, évidemment, il y a une énorme différence. Par conséquent, et de même, par rapport à cette charge virale, nous allons aussi rencontrer des problèmes de volume. Parce que ici, il va falloir prendre en compte les besoins, mais il n'y a pas non plus de produits préqualifiés par l'OMS. Il n'y a pas non plus... Il y a des tests rapides, mais il faut pour cela une centrifugeuse puisque c'est un test plasmatique ou sérique. Donc, cela ne peut pas être fait directement ici dans le centre de santé. Et de même, nous allons pouvoir voir dans quel cadre nous allons mettre en place ici la pérennité de toutes ces informations et de toutes ces initiatives. Je vous remercie de votre attention.
Nous attendons que le son revienne. Je vous demande quelques instants de patience. Merci au Dr Keller pour cette présentation. Alors tout d'abord, vous avez parlé évidemment des tests au point de santé. Et vraiment, on verra que c'est extrêmement intéressant et on va revenir à cela dans la discussion. Vous utilisez aussi des combinaisons ici pour les tests de dépistage, donc c'est très intéressant. Vous avez aussi parlé des défis, notamment le coût de certains tests. Et c'est vrai qu'ici, dans de nombreux pays, cela représente un réel goulot d'étranglement, y compris dans certains pays. C'est une réelle charge. Et maintenant, je voudrais inviter Naomi Choupala, qui nous vient de Namibie. Alors, dans le cadre de son activités au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux en Namibie, elle a travaillé sur le programme d'éradication en Namibie. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir ici de pouvoir participer à ce webinaire et de participer ici et d'expliquer l'expérience de la Namibie. En Namibie, nous avons lancé une feuille de route pour l'élimination de la transmission du VIH et de la syphilis congénitale en 2020. Cependant, nous n'avions pris en compte que l'élimination double, syphilis et VIH et pas l'hépatite B. Mais ensuite, lorsque les recommandations de l'OMS sont sorties, eh bien, nous avons discuté avec les différentes parties prenantes en Namibie afin de pouvoir intégrer ici l'élimination de l'hépatite B également est passée donc à l'élimination triple. Et nous avons donc développé un axe, un volet supplémentaire de cette stratégie pour promouvoir la triple élimination. Voici un peu de contexte. Alors, le programme ici de transmission par enfant est entièrement intégré. Et il y a différentes plateformes qui sont utilisées, qui nous permettent ici d'arriver à ces objectifs en matière de triple éradication. Alors, tout d'abord, ce sont des services qui sont disponibles en service privé et public gratuitement. Ça comprend tous les tests de laboratoire et les traitements. Toutes les femmes enceintes, ici avec la syphilis, l'hépatite et le VIH, et qui sont testées, peuvent avoir accès ici gratuitement au traitement. Alors pour le VIH, on fait le test rapide. Et de même, nous avons aussi différentes sources de financement. Malheureusement, nous n'avons pas en fait le kit
de tests rapides syphilis VIH. Mais ce que vous pouvez aussi voir, c'est que toute la logistique sont financées par le gouvernement. Le gouvernement de la République de Namibie finance près de 70% ici, y compris des thérapies antivirales. Alors sur la droite, sur le graphique, vous voyez nos taux de couverture pour la vaccination contre l'hépatite B au niveau national. En termes d'opportunités, l'hépatite B, la syphilis et le VIH font partie d'une approche coordonnée à partir du centre primaire. Il y a vraiment une coordination entre les différents programmes et les tests et traitements du VIH sont également disponibles auprès des centres de soins primaires. Nous avons regardé les données pour les tests VIH, d'hépatite B et de syphilis. Et bien que nous avons pu avoir accès à l'agrégation des données au niveau national, les défis que nous avons rencontrés concernent également les traitements maternels pour l'instant. Nous n'avons pas encore mis en place les tests d'ADN pour l'hépatite B parce que ici, il faudrait qu'il y ait aussi un laboratoire public d'impliqué, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est quelque chose que nous n'avons pas encore mis en place. Alors par rapport ici à l'hépatite B et donc de cette élimination, vous voyez, nous avons développé cet autre volet à notre feuille de route qui se concentre ici sur l'hépatite B. Donc, nous travaillons afin de pouvoir obtenir des données de qualité sur l'hépatite B chez les femmes enceintes et postpartum ainsi qu'auprès des nouveau-nés. Mais si vous regardez les cibles ici, qui sont indiquées sur la droite, et les progrès qui ont été réalisés, je dirais que pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie pour la triple élimination, car les tests d'hépatite B est maintenant offert, proposé de manière universelle pour toutes les femmes enceintes. De même, la dose à la naissance ici est administrée de manière universelle et les doses supplémentaires elles sont aussi proposées à 14 semaines. En tout cas aux semaines 6, 10 ou 14. Et la couverture est supérieure à 80% pour la dose de naissance et de 90% pour la troisième dose. Nous avons donc réussi vraiment à mettre en place des programmes intégrés afin de promouvoir donc cette triple élimination. Alors les étapes à venir, nous cherchons à continuer à mettre en place cette feuille de route en faveur de la triple élimination. Nous allons également continuer le suivi des données pour garantir la qualité des données, surtout pour le secteur privé, parce que ça a été plus compliqué et par conséquent, la Namibie est sur la même voie et sur la bonne voie dans le contexte de la triple élimination de la transmission mère-enfant. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.
Alors, c'est quelque chose de très positif de voir justement la Namibie passer la triple élimination à partir ici de la double élimination. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons passer la parole à Grace, qui fait partie du CHAI et ici dans le cadre de soutien aux pays, notamment s'agissant de cette collaboration sur la triple élimination. Grace, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Alors, en fait, je vais essayer d'accélérer puisque je comprends que nous sommes en retard. Donc, s'agissant du Fonds mondial, les dernières recommandations autorisent les pays à prioriser l'intégration, la prévention d'hépatite virale, du diagnostic, du traitement dans différents contextes médicaux, y compris ici certaines cliniques spécialisées, mais aussi les soins de santé maternelle. Donc l'objectif ici, dans les pays, est de répondre aux besoins spécifiques de certains groupes de la population, notamment pour les femmes enceintes. Il s'agit aussi de pouvoir, dans le cadre de ces recommandations, obtenir plus de soutien pour les pays pour qu'ils puissent avoir des problèmes verticaux intégrés et répondre aux besoins de santé de ces populations, mais aussi d'avoir un alignement ici des différents agendas, des différentes initiatives, toujours autour de ces mêmes thèmes de une santé, de la couverture de santé universelle et des objectifs de développement durable. Et le toolkit ici, qui est donc cette ressource qui a été développée, vous permet justement de standardiser cette compréhension globale. Nous avons donc travaillé avec un groupe de coordination avec différents partenaires, y compris des collègues de l'OMS. Alors, s'agissant du contenu, vous avez donc un résumé ici de toutes les stratégies politiques en matière d'hépatite. Il y a également des exemples de 5 pays qui ont réussi ici à effectuer le plaidoyer en matière d'élimination de l'hépatite B. Il s'agit aussi de la liste de vérification s'agissant des demandes de financement, ainsi que les activités qui doivent être développées dans cette proposition de demande de fonds. Et le document ici doit être bien évidemment complet. Il s'agit de voir également comment utiliser ici cette boîte à outils. Et maintenant, je vais essayer de résumer le contenu dans certains de ces chapitres, mais vous aurez évidemment la possibilité de consulter l'ensemble du toolkit à loisir. Le lien est dans le chat. Alors, c'est ce que vous retrouvez. Donc, je vous rassure, ici, je vais me concentrer sur la transmission mère-enfant. Alors, pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, l'approche de triple élimination est à privilégier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les pays peuvent demander qu'il y a des financements en matière de tests pour le VIH, la syphilis, mais aussi l'hépatite B. Et il y a aussi des possibilités de demande de financement par rapport aussi à la formation
ici, notamment côté logistique, de mise en œuvre de ces services. Et puis ensuite, il y aura le renforcement de ces investissements pour renforcer la performance. Il y a de nombreux exemples dans le toolkit. Alors, ça peut être la formation des professionnels de santé, des plateformes dynamiques, différentes options. Je pense que dans l'ensemble, vous verrez ici qu'il y a un réel intérêt et que l'objectif est d'optimiser vraiment les capacités des plateformes diagnostiques existantes pour de nombreuses, par exemple, avec des tests pour plusieurs maladies, donc des tests combinés. Alors, encore une fois, dans le toolkit, dans cette boîte à outils, eh bien, il y a différents pays qui ont également tout d'abord fait des demandes de financement. Donc, 13 pays, par exemple, ont déjà ici fait ces demandes de financement pour les services à proposer aux femmes enceintes. Et d'autres ressources également ont été investies dans le cadre des kits de test. Et en Ouganda, eh bien, on voit que dans le cadre de ce cycle de financement, il y a eu aussi différents investissements qui ont été faits afin de renforcer les besoins et d'avoir des approches intégrées avec les laboratoires, la logistique, le transport, l'achat, l'évaluation et le suivi. Et nombreux sont les pays ici qui ont fait des demandes de financement dans ce domaine. C'est vraiment très intéressant. Et il y a de très bons exemples déjà qui ont été développés. Par rapport maintenant aux approches de financement, dans cette même boîte à outils, vous retrouvez ici, eh bien, sur la gauche par exemple, les questions qui peuvent vous guider, qui peuvent vous orienter s'agissant de remplir ces demandes de financement. Et ensuite, vous voyez qu'il y a 3 étapes, ici en gris sur cette diapositive. Et pour chacune de ces étapes, eh bien, il y a une section détaillée dans le guide qui peut vous aider à par exemple, impliquer les différents programmes, à mobiliser les différentes parties prenantes. Alors, les leçons que l'on peut ici tirer de tout cela, nous savons que nombreux sont les pays qui, justement, cherchent des financements pour la triple élimination. Par rapport à l'approche, nous reconnaissons ici qu'avoir une bonne compréhension déjà des programmes qui sont en place au niveau national, c'est un bon point de départ. Ensuite, avoir un engagement proactif à travers les différentes plateformes, avec les différentes parties prenantes, même au sein des ministères de la Santé, les différentes services qui s'occupent du VIH, de l'hépatite, de la syphilis, pour comprendre quels sont les intérêts, les besoins, déterminer évidemment ici le plus tôt possible auprès de qui faire cette demande de financement et obtenir le consensus d'un maximum de parties prenantes. Parce qu'il faut évidemment continuer les efforts en matière de triple élimination. Alors, en général, à quoi cela ressemble les demandes de financement? Alors, nombreux sont les pays qui ont des différences en matière de demande de financement. Alors, ça peut être, par exemple, pour ici, des tests combinés. Ça peut être pour le lancement de projets pilotes. Cela peut être ici répondre à des lacunes identifiées en matière de programmation de la triple élimination. Ça peut être des difficultés, par exemple, en matière de l'obtention des kits, des besoins, de la prophylaxie
Alors ici, voilà où l'intérêt a été donc manifesté. Alors, je vais juste vous demander de terminer, bien sûr. Vous voyez ici et que nous sommes présents nous avons en tout cas de l'intérêt qui a été manifesté dans près de 20 pays et que pour chaque pays, évidemment, chaque pays peut être à des phases différentes. Et de même, eh bien, le CHAI, de même, reste ouvert à toute offre de partenariat, évidemment dans le cadre ici de mise en œuvre. Je vous remercie, Grace, pour cette présentation et vraiment pour tout ce travail qui a été réalisé par le CHAI, notamment avec la coopération avec le Fonds mondial et le cycle de financement. Nous allons maintenant passer à notre phase de questions-réponses. Bonjour à tous. Je suis également basée à l'OMS au siège de Genève. Nous avons avec nous le docteur Kuziko Uzumi de notre région Asie-Pacifique. Bonjour Kyo. Nous voudrions vraiment ici, nous apprécions votre présence. Et nous passons tout de suite la parole à Kyo, peut-être pour répondre à ces premières questions. Et j'ai également noté ici différents thèmes ici, parce que j'ai vu ici différents thèmes, différentes questions qui ont été posées dans le chat. Merci d'ailleurs beaucoup pour toutes ces questions. Alors, pour commencer cette session de questions-réponses, je voudrais également inventer le docteur Ailing Wang, qui est ici directrice de la santé maternelle auprès du Centre national pour la santé des enfants et des femmes. Et par rapport donc à ces approches sous-nationales, notamment que les liens avec l'assurance de santé, avec la triple élimination. Donc, je vous propose de lui passer tout de suite la parole. Je vous remercie. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici avec vous, d'avoir l'opportunité ici de parler de la triple élimination en Chine. Nous avons donc encouragé la mise en œuvre de cette triple élimination et au début avec plusieurs projets pilotes. Et ensuite, nous avons donc développé cela sur l'ensemble du pays. Nous avons réussi à faire un dépistage intégré pour toutes les femmes enceintes et pour la dose de naissance. Nous avons réussi à mettre également cela en place. Ici, notamment avec cette dose administrée entre 12 et 24 heures après la naissance. Nous avons également mis en place donc un traitement de prévention pour les femmes à haut risque. Alors, par rapport ici aux chiffres, nous voyons que près de 99% des femmes sont désormais testées, dépistées, et sur la base du taux de positivité, eh bien, le taux de traitement est de 5,5%. L'année dernière, de même, nous avons donc publié notre plan d'action en Chine pour également pouvoir évaluer le travail réalisé. Nous avons aussi prévu de terminer eh bien, le cycle avec ces évaluations dans 5 provinces d'ici la fin de l'année.
Il s'agit donc ici de l'évaluation, ici des impacts. De même, nous avons vu que nous avons des laboratoires qui sont beaucoup plus habitués aux tests de syphilis ou de VIH que l'hépatite B. Donc, ça a été vraiment important d'intégrer les trois. Cela nous a vraiment permis d'accélérer le processus. Et par conséquent, cette année, nous voulons continuer avec d'autres activités spécifiques pour les femmes enceintes. Notamment, nous avons prévu de pouvoir promouvoir cette triple élimination avec notamment l'objectif ici de l'élimination complète d'ici 2026 de cette transmission femme-mère-enfant. Alors, je vous remercie de m'avoir invité à ici partager l'expérience en Chine. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'écouter notamment les expériences de chacun. Je vous remercie à Eileen pour cette expérience en Chine. De même, je vais passer la parole ici à l'intervenant suivant pour d'autres questions. Merci, Dr. Anling. Merci, Dr. Kyo. Alors, c'est très intéressant de voir justement que par rapport à ces programmes ambitieux, nous allons ici passer à cette phase de questions-réponses. Donc, c'est quelque chose vraiment de très interactif. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main pour partager votre expérience. N'hésitez surtout pas. Alors, en attendant de voir les questions, les interventions, j'aimerais en fait revenir ici sur certaines remarques qui ont été faites par nos intervenants. Tout d'abord, pour la prophylaxie. Alors ici, c'est vrai qu'au niveau de la prophylaxie, c'est une vraie question. Le docteur Keller l'a également dit. Qu'en est-il ici de la proportion des traitements ? Eh bien, justement, je me demandais, eh bien, je voulais connaître votre approche. Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, nous avons près de 100 personnes aujourd'hui. Je sais que nous avons eu quelques petites difficultés techniques. Donc, c'est vrai que je vous laisse quand même l'opportunité de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement en levant la main si vous souhaitez poser vos questions. Alors, n'hésitez pas.
Et puis, c'est un élément important alors, nombreux ici sont bien, toutes ces recommandations que nous avons présentées. Donc, ce sont des recommandations qui sont importantes. Et encore une fois, ici, bien, nous reprendrons ces éléments qui sont importants sur ces différentes recommandations. Mais vous aurez tous les liens qui vous seront transmis. Alors, c'est vrai que par rapport à l'engagement, bien, il y a des éléments qui sont absolument essentiels, surtout pour le fond. Il y a des exemples évidemment pratiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Vous avez parlé de l'intégration de ces programmes. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Et surtout lorsque vous passez de la double élimination à la triple élimination. Alors, je vois ici beaucoup de commentaires dans le chat. Donc, c'est très intéressant. Alors, si je peux me permettre, je dirais ici que c'est important qu'il y ait évidemment un consensus en matière de triple élimination. Alors, nous approchons ici bien, des besoins. Et c'est vrai que dans le contexte de l'Ouganda, par exemple, il y a eu vraiment beaucoup ici d'engagement. Il y a toute une revue ici collective. Également, les différents éléments par rapport au Fonds mondial. Donc, ce sont aussi l'optimisation des kits. En Ouganda, il y a aussi différentes possibilités de tests. Et ce que nous avons pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de besoins et que ces besoins peuvent être exprimés à différents niveaux. Je vous remercie. Docteur Kouma, est-ce que vous pouvez peut-être poser des questions? Oui, je vous remercie. En effet, j'ai une question. Pendant la pandémie, bien, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir le traitement? Alors, est-ce que la question vous a été posée parce que pendant la pandémie, donc, et avec tous les confinements, comment vous avez réussi à maintenir tout cela? Non, je n'ai pas entendu la question. Alors, comment est-ce que vous avez réussi avec la continuité des services pendant la Covid, pendant la pandémie? Alors, ces 3 dernières années, en effet, ont été complexes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'assurer la continuité. Ça a toujours été une priorité.
Et même pendant le confinement, il y avait donc possibilité de continuer à aller à l'hôpital pour essayer de minimiser, bien évidemment, les retards. Surtout pour les femmes qui ont testé positives. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci, docteur Lin. Alors, de même, Philippa, vous avez parlé de l'utilisation du TAF. Alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être élaborer. Oui, merci beaucoup. Alors, évidemment, par rapport au positionnement de TAF, comme vous le savez, par rapport à ces recommandations, le TAF ne remplace pas le TDF. Ici, le positionnement est différent. Il s'agit ici de circonstances spécifiques avec l'ostéoporose, par exemple, et d'autres considérations pour l'enfant également. C'est ainsi qu'ils peuvent remplacer TDF. Pour les recommandations pour l'hépatite B, et c'est vrai qu'ici, c'est vraiment important par rapport à ces recommandations. Merci, Philippa. Alors, de même, le docteur Keller de Cambodge, est-ce que vous pouvez peut-être parler de votre algorithme ici, notamment avec les niveaux de transaminase? Comment est-ce que vous avez réussi? Peut-être. Est-ce que vous pensez ici que c'est un algorithme qui est utile? Oui, merci beaucoup. Alors, nous avons évidemment vu différentes spécificités grâce, en fait, avec les tests qui ont été mis en place, avec les algorithmes que nous avons été utilisés. Alors, cependant, nous avons voulu associer les différentes possibilités. Alors, par rapport aux algorithmes, eh bien, nous avons vraiment une sensibilité de près de 80% pour la charge virale et 93% de sensibilité pour les seuils de 7,3. Donc, c'est assez bon. Et cette spécificité ne va pas au-delà de 88%. Donc, nous sommes ravis de ces protocoles associés. Cependant, cette étude a utilisé ici des seuils spécifiques avec des tests d'antigénique. Le problème, c'est qu'on a utilisé des tests Abbott et que ces tests Abbott ne sont plus disponibles. Abbott ne les produit plus. Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons pas le même niveau de validation avec le nouveau test. Et donc, je sais qu'il y a des produits qui sont disponibles au niveau international, mais nous ne savons pas ce qu'ils valent. Nous ne les avons pas utilisés. Donc, finalement, le test que nous avons utilisé, malheureusement, n'est plus utilisé. Donc, ça, c'est un problème. Alors, nous avons aussi parlé à l'Institut Pasteur pour voir s'il pouvait mener ici une étude de validation des produits disponibles sur le marché. Et nous voudrions donc pouvoir avoir cette validation
pour s'assurer donc que les caractéristiques soient identiques. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup ici d'interventions dans le chat et qu'on voit que c'est un vrai besoin, notamment par rapport à ces tests antigéniques. Ici, afin d'associer les besoins. Un autre commentaire rapide cette fois-ci par rapport au traitement pour les femmes enceintes. Je vais peut-être ici poser une question à notre collègue de Namibie. Ensuite, nous pourrons clore cette session. Philippa, je ne sais pas si vous voulez poser votre question oralement. Vous avez parlé de l'association avec les niveaux ALT. En fait, c'était juste un commentaire. Le fait que d'avoir ces algorithmes simplifiés, ça permet vraiment d'identifier ceux qui ont besoin de prophylaxie et c'est très utile. Mais lorsque les niveaux ALT sont anormaux, ça devient une indication pour un traitement ici sur la longue durée. Merci Philippa, je comprends la question. Donc peut-être que Naomi, si vous pouvez peut-être revenir sur certains défis en Namibie, parce que je sais qu'il y a eu des questions sur les tests, la syphilis, et voir comment est-ce que vous pouvez répondre à ces défis en matière de qualité des données, surtout pour ici au niveau national. J'espère que vous nous entendez. Alors, brièvement, comme je l'ai dit dans ma présentation, en Namibie, eh bien, nous avons des tests pour l'hépatite et la syphilis. Cependant, eh bien, il n'y a pas nécessairement de traitement après le diagnostic. Et les données nous montrent justement qu'il y a un vrai besoin. Donc, ça reste un défi, très clairement, par rapport au traitement, voir ce qui peut être fait. Alors, ce que nous essayons de faire entre-temps, c'est que nous avons donc une approche en 2 volets. D'avoir une évaluation rapide afin de pouvoir regarder les données disponibles et ensuite travailler sur l'inclusion afin que les données de traitement soient disponibles. Donc, il faut ici modifier la façon dont on perçoit ces éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, ça a été vraiment ici une session fantastique parce qu'on a beaucoup partagé, j'ai beaucoup appris, j'ai vu vraiment une forte présence, merci beaucoup. Alors, il va y avoir, comme je le disais, une nouvelle version des recommandations en matière de traitement, notamment avec la prophylaxie. Il y a également différentes plateformes et les difficultés. Donc, on va revenir sur tout cela, évidemment, dans ces recommandations. L'OMS, ici, soutient également différents ateliers pour que les pays puissent, ici, participer. Nous sommes disponibles pour d'autres informations, une assistance technique. Nos coordonnées sont dans le chat. N'hésitez donc surtout pas à nous contacter. La session de la semaine prochaine concerne la planification intégrée au niveau national et ici, ce que l'on peut apprendre de la priorisation. Nous voudrions notamment que vous puissiez partager avec nous quels sont les thèmes
ici qui pourrait être important pour vous à l'avenir dans le cadre de ces webinaires. Je voudrais également remercier tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour la prochaine session, le 16 mars pour être précis. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez surtout pas, encore une fois, toute suggestion est bonne à prendre. Et pour clore ce webinaire, nous allons laisser la plateforme ouverte pour quelques minutes. Si vous voulez ici remplir le formulaire de commentaires pour nous expliquer finalement quelles sont vos suggestions, que pouvons-nous faire pour encore une fois améliorer l'engagement, que chacun puisse participer, se sentir impliqué. Donc au nom de toute l'équipe de l'OMS, nous voudrions remercier la centaine de personnes qui ont participé à ce webinaire. Merci à tous ceux ici qui ont participé, qui ont préparé des présentations. Merci à l'équipe ECHO basée en Inde. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Encore une fois, vous avez quelques minutes pour remplir le questionnaire ici de commentaires. Donc, le lien est dans le chat. Alors ici, pour que vous puissiez cliquer sur ce lien et répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup et au revoir. Alors malheureusement, le lien n'est pas disponible. Il y a des difficultés, je vous serai envoyé par email. Merci beaucoup.